L'analyse de ce délire chez Madame von N n'a pas été poussée à fond, et cela surtout parce que son état s'améliora très vite, à tel point que les délires se séparèrent nettement de sa vie normale et se limitèrent au moment des crampes à la nuque. J'ai mieux encore observé le comportement de la patiente dans un troisième état psychique, celui du somnambulisme artificiel. Tandis qu'elle ignorait dans ses moments normaux ce qu'elle avait mentalement vécu dans ses délires et sous hypnose, elle disposait alors des souvenirs relatifs aux trois états. C'est alors qu'elle était vraiment le plus normale. Si je néglige le fait que somnambule, elle se montrait bien moins réservée que dans les meilleurs instants de sa vie ordinaire, c'est-à-dire qu'elle me racontait alors des anecdotes concernant sa famille, tandis qu'à l'état de veille, elle me traitait comme un étranger. Si en outre, dis-je, j'omets le fait qu'elle était tout aussi suggestionnable que les somnambules, je suis obligé de dire que sous hypnose, elle se trouvait dans un état parfaitement normal. D'autre part, il est intéressant de noter qu'aucun caractère anormal n'affectait ce somnambulisme, qui révélait toutes les défectuosités psychiques que nous attribuons à un état conscient normal. Les exemples que je vais relater montreront sans doute le comportement de la mémoire à l'état somnambulique. Au cours d'une conversation, elle m'exprima un jour la joie que lui causait la vue d'une plante en pot qui ornait le vestibule du sanatorium. Mais quel est son nom, docteur, le savez-vous? Moi je connaissais ses noms latins et allemands, mais il m'échappe. Elle avait une parfaite connaissance des plantes, tandis qu'en certaines circonstances, j'avouais ma propre ignorance. Quelques minutes plus tard, je lui demandai pendant la séance d'hypnose « Vous rappelez-vous maintenant le nom de la plante qui est dans la cage de l'escalier ?» Sans la moindre hésitation, elle répondit en allemand « Elle s'appelle Turkenlili, le lys martagon, mais le nom latin, je l'ai vraiment oublié. » Une autre fois, très bien disposée, elle me raconte une visite aux catacombes de Rome. Deux mots lui échappent dans cette description et je ne suis pas en mesure de l'aider à les retrouver. Immédiatement après, je m'informe de ces mots pendant son sommeil hypnotique. Elle continue à les ignorer. Je lui dis alors, n'y pensez plus, demain entre 5 et 6 heures de l'après-midi, dans le jardin, vous vous en souviendrez tout à coup. Le soir suivant, elle s'écrie soudain au milieu d'une conversation sans rapport aucun avec les catacombes. Crypte, docteur, et columbarium. Ah, ce sont les mots dont vous ne vous souveniez pas hier, quand vous les êtes-vous rappelés. Cet après-midi. Dans le jardin, un peu avant de remonter, je remarquai qu'elle voulait me montrer par là qu'elle avait respecté l'heure indiquée, étant en effet habituée à quitter le jardin vers 6 heures. Donc même en état de somnambulisme, elle ne disposait pas du tout de l'ensemble de ses connaissances, qu'il existait pour celle-ci un conscient manifeste et un conscient potentiel. Lorsque je lui demandais pendant son sommeil hypnotique d'où venait telle ou telle manifestation, il m'arrivait assez souvent de la voir froncer les sourcils et me répondre d'un ton las qu'elle n'en savait rien. J'avais alors l'habitude de dire « Tâchez de vous souvenir, vous le saurez tout de suite ». Alors après avoir un peu réfléchi, elle me donnait le renseignement en question. Toutefois, il lui arrivait aussi de ne pouvoir répondre, et en pareil cas, je lui demandais de s'en souvenir dans les 24 heures, ce qui réussissait chaque fois. Cette femme qui, dans sa vie ordinaire, évitait scrupuleusement tout mensonge, ne mentait jamais non plus en état d'hypnose, mais il lui arrivait parfois de donner des renseignements incomplets, de taire un fragment de son récit, jusqu'au moment où j'en exigeais le complément. Comme dans l'exemple cité précédemment, c'était généralement l'aversion que lui inspirait le thème en question qui lui fermait la bouche pendant l'hypnose. Malgré ces quelques limitations, son comportement psychique au cours du somnambulisme donnait, somme toute, l'impression d'aboutir à un libre épanouissement de sa force mentale et à la pleine possession de son trésor en souvenirs. Sa grande et incontestable suggestibilité dans le somnambulisme était pourtant éloignée de toute inertie morbide. Je dois dire que dans l'ensemble, je ne faisais pas plus d'impression sur elle que je n'en aurais fait en intervenant ainsi dans le mécanisme psychique de toute autre personne en pleine possession de ses moyens et ayant placé en moi sa confiance. La seule différence était que Madame von N, quand elle se trouvait dans son état dit normal, ne m'offrait pas d'aussi favorable disposition psychique. Là où je ne réussissais pas à la convaincre, comme pour la peur des animaux, ou bien quand je n'approfondissais pas l'historique psychique de l'apparition du symptôme, mais que j'agissais par suggestion autoritaire, j'observais chaque fois l'air mécontent, irrité de la malade endormie, et quand finalement je lui demandais « Alors, continuez-vous à avoir peur de ces animaux ?» Elle me répondait « Non, puisque vous l'exigez. » Une semblable promesse, reposant seulement sur de la soumission à mon égard, n'avait jamais de résultat vraiment favorable. J'avais aussi peu de succès que dans toutes les recommandations que je lui faisais,
et j'aurais aussi bien pu lui suggérer de recouvrer la santé. Cette même malade qui défendait si opiniâtrement ses symptômes morbides contre toutes mes suggestions et ne les abandonnait qu'après une analyse psychique ou une fois bien convaincue, était par ailleurs aussi docile que le meilleur médium d'hôpital dès qu'il s'agissait de suggestions insignifiantes, de choses sans rapport avec sa maladie. J'ai donné dans cette histoire de malade quelques exemples de cette obéissance post-hypnotique. Cette attitude ne comporte à mon avis aucune contradiction, le droit des représentations les plus fortes devant aussi s'imposer ici. Si l'on étudie à fond le mécanisme de l'idée fixe pathologique, on découvre qu'elle est due à tant d'incidents intensément agissants que l'on ne saurait s'étonner de la voir capable de résister victorieusement à une représentation contraire, pourvue seulement d'une certaine force. Ce n'est que dans un cerveau réellement pathologique qu'il serait possible de dissiper par la suggestion les effets justifiés d'événements psychologiques aussi puissants. J'ai pu observer dans un autre cas qui m'a beaucoup impressionné ce même contraste intéressant entre l'opiniâtreté, quand il s'agissait des symptômes, et l'obéissance la plus poussée dans toutes les autres circonstances. C'est qu'en effet, les symptômes ont des racines profondes, inaccessibles à l'analyse. Je traitais depuis 5 mois sans succès une jeune fille bien douée, pleine de vivacité, qui depuis 18 mois souffrait de troubles graves de la locomotion. Cette malade avait de l'analgésie, avec quelques points douloureux aux deux jambes, des tremblements rapides des mains, marchait à petits pas courbés avec de la raideur des jambes, en titubant comme si elle était atteinte de troubles cérébelleux. Elle tombait aussi assez souvent. La jeune fille se montrait d'une bonne humeur surprenante. Trompée par ce symptôme, un éminent médecin viennois de l'époque avait diagnostiqué une sclérose en plaques. Un autre praticien reconnut qu'il s'agissait d'une hystérie, ce que confirmait la complexité du tableau clinique au début de la maladie. Douleur, évanouissement, amorose. Il m'amena la malade, et je tentai d'améliorer sa démarche par suggestion hypnotique, tel traitement des jambes pendant l'hypnose. Mais sans aucun succès, bien qu'elle fût une excellente somnambule, un jour où elle était entrée en chancelant dans la pièce, un bras appuyé sur celui de son père, et s'aidant d'un parapluie, dont le bout était déjà fortement usé, je m'impatientai et lui criai pendant l'hypnose « Ça suffit comme ça, pas plus tard que demain matin, votre parapluie se cassera dans votre main, et vous serez obligé de rentrer chez vous sans parapluie. Désormais, vous n'en aurez plus besoin. » J'ignore comment je pu être assez bête pour chercher à suggestionner un parapluie. J'en ai eu honte ensuite, et ne soupçonnais pas que mon intelligente patiente se chargerait auprès de son père, qui était médecin et assistait à la séance, de mon sauvetage. Le jour suivant, voilà ce que me raconta ce père. « Savez-vous ce qu'elle a fait hier ? Nous nous promenions sur le ring, le boulevard de Vienne. Tout à coup, elle devient d'une gaieté exubérante, et la voilà qui, en pleine rue, se met à chanter « Nous vivons libres !» bat la mesure avec son parapluie en frappant le pavé et brise son parapluie. Elle ne soupçonnait pas le moins du monde qu'elle avait, avec autant de malice, transformé une suggestion stupide en une suggestion brillamment réussie. Comme les encouragements, les injonctions et le traitement hypnotique n'avaient pas amélioré son état, je me tournai vers l'analyse psychologique et exigeai de savoir quelles émotions avaient provoqué l'apparition de la maladie. Elle raconta alors, sous hypnose, mais avec calme, que peu de temps auparavant, un jeune parent, qu'elle considérait depuis de longues années comme son fiancé, était mort. Mais ce récit ne changea rien à son état, et à la séance suivante, je fus convaincu que la mort de ce cousin n'avait aucun rapport avec cet état. Il devait y avoir eu autre chose qu'elle ne m'avait pas raconté. Elle se laissa alors arracher une unique indication, mais à peine eut-elle prononcé un mot qu'elle se tut. Et son père, assis derrière elle, se mit à sangloter amèrement. Je n'insistai évidemment pas davantage et ne revis plus jamais ma malade. C'est à l'époque où j'étudiais le somnambulisme de Madame von N que des doutes s'imposèrent pour la première fois à mon esprit au sujet de la phrase de Bernheim. Tout est dans la suggestion. Et à propos de la phrase de son subtil ami Delboeuf, comme quoi il n'y a pas d'hypnotisme. Je n'arrive plus aujourd'hui à comprendre comment, à l'aide de mon doigt maintenu devant ses yeux et l'ordre de dormir, je réussissais à créer cet état psychique particulier où la mémoire de la malade embrassait tous les faits psychiques de sa vie. Je pouvais bien avoir suscité cet état, mais non l'avoir créé par ma suggestion, car ces caractéristiques, qui sont d'ailleurs partout les mêmes, me surprenaient fort. Cette observation de malade montre suffisamment de quelle manière je pratiquais mon traitement dans le somnambulisme, comme on le fait généralement en psychothérapie hypnotique. Je luttais contre les idées morbides présentes par des encouragements, des interdictions et l'énoncé d'idées contraires de toutes sortes.
Toutefois, je ne me contentais pas de cela, mais recherchais les raisons de l'apparition des divers symptômes, afin d'être en mesure de combattre les fondements mêmes des idées morbides. Pendant ces analyses, il arriva régulièrement que la malade, avec les signes de la plus vive agitation, parla de choses dont l'affect n'avait pu se traduire jusqu'alors que par des émois. Il m'est impossible d'indiquer quelle part du succès thérapeutique revint alors à l'élimination in statu nascendi par suggestion, et quelle autre part fut attribuable dans la liquidation de l'affect, à l'abréaction, parce que j'ai fait agir simultanément ces deux facteurs. Ce cas ne saurait donc fournir une preuve rigoureuse de l'action thérapeutique du procédé cathartique, mais je suis pourtant obligé de dire que seuls les symptômes morbides ayant été soumis à mon analyse psychologique ont été éliminés de façon durable. Le résultat thérapeutique fut dans l'ensemble très considérable, mais de peu de durée. Je ne réussis pas à supprimer le penchant de la malade à réagir de la même façon anormale chaque fois que l'atteignait de nouveaux traumatismes. Tout médecin qui voudrait guérir définitivement une hystérie de ce genre devrait s'efforcer plus que je ne l'ai alors tenté de connaître les liens reliant entre eux les phénomènes. Madame von N avait certainement une hérédité névropathique très chargée. Sans cette prédisposition, personne sans doute ne serait atteint d'hystérie. Mais une prédisposition ne suffit pas seule à créer l'hystérie. Il y faut des motifs, et je le prétends, des motifs adéquats, une certaine étiologie déterminée. J'ai déjà signalé que chez Madame von N, les affects d'un grand nombre d'incidents traumatisants paraissaient conservés et qu'une activité mnémonique vivace faisait remonter à la surface psychique tantôt tel traumatisme, tantôt tel autre. Je vais tenter d'expliquer maintenant la persistance des affects chez Madame von N. Elle tient sans contredit à sa constitution héréditaire. D'une part, ses impressions étaient très intenses et douées d'une nature ardente. Elle pouvait se montrer extrêmement passionnée. D'autre part, depuis la mort de son mari, elle vivait dans une solitude morale absolue. Devenue méfiante à l'égard de ses amis, à la suite des persécutions de sa parenté, elle veillait jalousement à ce que nul ne se mêlât trop de ses affaires. Elle avait de multiples obligations qu'elle remplissait seule, sans amis ni confidents, presque isolée de sa famille. Cette situation était encore aggravée du fait de sa scrupulosité, de sa tendance à se tourmenter elle-même, et souvent aussi de l'embarras naturel dû à sa qualité de femme. Bref, le mécanisme de la rétention de grandes quantités d'excitation est ici indéniable. Il est dû pour une part aux circonstances de sa vie, pour l'autre à une prédisposition naturelle. Sa pudeur, par exemple, sa crainte de révéler quelque chose d'elle-même, était si grande que je pus m'apercevoir avec étonnement en 1891 que nul parmi ses visiteurs journaliers ne savait qu'elle était malade et que j'étais son médecin. Ai-je étudié à fond l'étiologie de ce cas d'hystérie? Je ne le pense pas, car à l'époque de ces deux traitements, je ne me posais pas encore les questions auxquelles il faut répondre si l'on veut vraiment s'expliquer parfaitement la maladie. Je crois qu'il a dû arriver quelque chose de plus pour que des conditions inchangées et étiologiquement actives aient justement en ces dernières années déclenché un accès de la maladie. J'avais remarqué que dans toutes les confidences intimes de la patiente, l'élément sexuel, plus que tout autre capable de fournir des traumatismes, manquait totalement. Il est impossible que des émois de cet ordre ne laissent aucune séquelle. Elle m'avait donc donné, sans doute de l'histoire de sa vie, une édition ad usum Delphini. La patiente montrait dans tout son comportement, mais sans affectation ni pruderie, la plus grande décence. Cependant, quand je me rappelle avec quelle réserve elle m'avait raconté pendant l'hypnose la petite aventure de sa femme de chambre à l'hôtel, j'en viens à soupçonner que cette femme d'un tempérament violent, si capable d'éprouver des sentiments passionnés, avait dû mener une lutte serrée pour vaincre ses besoins sexuels, et s'épuisait psychiquement beaucoup à l'époque en essayant d'étouffer cet instinct le plus puissant de tous. Elle m'avoua un jour de s'être pas remariée parce que, étant donné sa grosse fortune, elle n'avait jamais été assez sûre du désintéressement de ses soupirants, et aussi parce qu'elle se serait reproché de léser les intérêts de ses deux filles en contractant une nouvelle union.